Hello hello à tous et à toutes, bienvenue dans ce live où on va parler du coup d'argent et de transgénérationnel. Du coup je vais inviter Isabelle, hop, dans le live. Hello. Là je suis tout bougée. Hop. Salut, Hello coucou. Isabelle, comment tu vas? Bonjour, ben, ça va bien et toi? Contente de Ça va. te voir. Ben ouais moi J'adapte aussi, un j'ai peu hâte. Oui, attends, j'adapte un peu. Voilà le son. Et je suis prête. Top. Tout oui J'ai pour hâte qu'on tes parle, questions. qu'on fasse... Pardon? Tout oui pour tes questions et porter un éclairage Yes. sur la question de l'argent. Yes, parce que du coup, on va faire le lien entre du coup l'argent et le transgénérationnel. Et bon, on a un petit peu discuté ensemble pour préparer ce live-là et c'est super intéressant. Du coup, avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour que du coup les personnes qui se connectent sachent qui tu es? Alors moi je suis Isabelle Sarne. Je suis la fondatrice de Tandem Mouvement. Je relie le corps et l'esprit. Donc pour moi, mes outils sont à la fois corporels et au niveau de l'esprit avec le transgénérationnel. J'ai créé Tandem Mouvement justement pour que les gens puissent pas seulement faire de l'analyse, qu'on fait en psychanalyse transgénérationnelle, mais aussi aller dans le corps, donc avec la sophrologie et le yoga. Donc c'est tout ça qu'on a dans la pagode Tandem Mouvement pour voilà, vous amener à votre étincelle. En fait, le but, c'est de connecter à l'intérieur et au corps et d'amener les gens à une conscience qui les fasse avancer, en fait, être acteurs de leur vie. Voilà. Trop bien. Et du coup, bah, si tu veux bien, je vais aussi me présenter au cas où il y a des personnes qui ne me connaissent pas dans le live. Ben oui, ben oui. Donc, du coup, moi, je suis Suzy, je suis conseillère financière. En gros, j'aide les femmes à avoir un meilleur rapport à l'argent, à mieux le gérer pour le mettre vraiment dans les choses qui leur tiennent à cœur et pour vraiment avancer dans leur vie vers ce qu'elles souhaitent et à l'investir pour être plus libre et indépendante. Donc pour ça, j'ai plusieurs points d'entrée parce que pour moi, l'argent, c'est pas seulement... pour moi, l'argent est lié avec le développement personnel. En tout cas, je fais ce lien-là, moi. Mm, Il n'est pas forcément mm. fait de base pour tout le monde. Donc voilà. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, du coup, donc selon toi, quel est le lien que tu peux faire déjà entre le sujet de l'argent et le transgénérationnel du coup dans ta pratique? Alors, l'argent, en fait, souvent, même quand les gens viennent me voir, pas du tout pour une question qui est reliée à l'argent, mais à un moment, le sujet, voilà, se révèle parce que, en fait, dans l'argent, ce qu'il faut comprendre, dans le sujet de l'argent, c'est qu'il y a une part subjective et objective. Donc, dans la part objective, concrètement, il y a l'argent, les pièces de monnaie, les billets. Bon, maintenant, on a l'habitude de l'argent virtuel, on va sur notre compte en banque, etc. Ça, c'est quelque chose de très sociétal. Mm. Et puis après, dans l'argent, c'est le lien à l'argent, la relation à l'argent, mais ça, c'est quelque chose de très subjectif. Donc, par rapport au transgénérationnel, qu'est-ce que c'est que le transgénérationnel? C'est bon, ce dont on hérite, mais surtout ce qui se transmet consciemment et inconsciemment à travers les différentes générations jusqu'à nous. Mm. Donc, la relation à l'argent qu'une personne peut avoir de problématique à la rigueur quand elle vient me voir, et même si c'est pas central dans sa préoccupation, ça vient vraiment de les croyances, les récits, les portraits qu'on brosse aussi de certaines personnes. Oh bah oui, mais alors elle, on sait, hein, elle dépense toujours tout, etc. Et ça fait vraiment partie du transgénérationnel. C'est-à-dire tout ce qui est véhiculé consciemment et inconsciemment au sujet de l'argent. Mm. Mais c'est pas forcément sur le sujet de l'argent. Euh, Ça peut être quand on parle d'une grand-mère, par exemple, que la personne aime beaucoup. Mais sur le sujet de l'argent, eh bien, elle va être très dénigrée, cette grand-mère, étant paternelle ou maternelle, dans les récits familiaux. Donc, ça va donner à cette personne, par exemple, peut-être des difficultés à pouvoir s'élever socialement ou gagner plus d'argent par loyauté envers cette grand-mère. Donc, on voit bien que c'est directement lié avec aussi beaucoup de croyances limitantes Mm. ou beaucoup de pression
ça dépend vraiment, ça dépend vraiment souvent de l'histoire des grands-parents et des parents. Ok. Donc, si je comprends bien, en gros, tu as des personnes qui viennent te voir à première vue pour des problématiques qui n'ont pas spécialement de lien avec l'argent, mais de par ce qui a été transmis de façon inconsciente au niveau transgénérationnel, du coup, ça peut avoir un impact et souvent, ça peut être lié à l'argent, notamment par exemple là, par exemple au fait de voir évoluer professionnellement. Du coup, vu qu'il y avait cette croyance de la grand-mère, ça la bloque. Est-ce que c'est ça? Ok. Oui, exactement. Ça peut être aussi, si je peux donner, évidemment, je ne citerai aucun nom, mais ça peut être aussi, par exemple, dans les ancêtres, quelqu'un qui était très joueur ou qui a fait une grosse faillite, mettons l'arrière-grand-père, qui était une honte pour la famille. Et après, admettons, il y a eu une immigration. On sait que souvent, au début du siècle, ça pouvait être Italie, Espagne, etc. Enfin, Espagne, c'est un peu plus tard, mais admettons, il y a eu une immigration, mais forcément, en tant qu'immigré, c'est très important d'être intégré. Donc, on ne fait pas de gaffe, on fait profil bas. Mais il y a toujours cette ombre du grand-père qui est là, dont on prend soin, etc., qui est vraiment un peu la tâche de la famille, quoi, quelque part. Donc, il laisse cette empreinte. Il faut surtout pas ou trop dépenser, ou jouer, etc., etc. Et la personne qui vient me voir, ben, elle a un blocage parce que par rapport à être elle-même faire ce qu'elle veut de son argent, puisqu'il y a tous ces freins au-dessus. Et après aussi, si toute la famille a été, admettons, fonctionnaire, elle, si elle veut se lancer justement dans l'entrepreneuriat, il va falloir passer par des étapes de conscientisation pour qu'elle s'autorise à faire ce qu'elle veut de son argent et pas avoir cette crainte de bon ben si je suis entrepreneur, peut-être que on peut dire que je sais pas ce que je fais, oh elle va être comme le grand-père. Ouais. Vous voyez, tu vois, il y a des liens comme ça qui peuvent être faits et très consciemment dans la tête des gens. Oui. Ok. La peur de ressembler à alors après, on va parler aussi, j'imagine, du sujet des femmes, mais ça dépend aussi de ce qui est véhiculé comme croyance par rapport aux femmes. Complètement. C'est vrai que du coup, moi, j'ai beaucoup de... donc moi, j'accompagne presque que des femmes. Donc j'ai quelques hommes quand même et des couples, mais c'est vrai que j'ai une majorité de femmes. Et il y a souvent une peur qui revient souvent, c'est la peur de manquer. Et pourtant, quand on creuse un petit peu plus, etc., pourtant, il y a de l'argent de côté, même parfois de belles sommes de côté. Et malgré ça, il y a quand même cette sensation de manque et cette peur de manquer d'argent. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses dans ces cas-là, par exemple? Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent très très présent. Alors, ce qu'il faut, donc je reviens au sujet de l'argent. Donc quand on parle d'argent, en fait on parle pas d'argent. Voilà. Donc quand on parle d'argent d'un point de vue sociétal, comme je le disais, les pièces de monnaie, les billets, etc. Voilà, ça c'est quelque chose de, on va dire, tangible. Mais quand on parle de manque d'argent et vraiment du sujet de l'argent, il faut aller regarder la part subjective. Donc, si on parle du manque d'argent, eh bien, c'est quand même relié au sujet de l'abondance. L'abondance, c'est pas simplement l'argent. L'abondance, c'est l'abondance relationnelle, de santé, d'argent, d'énergie. Voilà, c'est tout ça l'abondance. Hein. On le réduit dans nos sociétés occidentales quelquefois juste au sujet de l'argent, mais c'est bien, bien, bien plus large. Donc, si on revient à la part subjective de l'individu et surtout quelqu'un qui a de l'argent de côté, et au sujet de l'abondance, eh bien l'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est ça l'abondance. Si je ne fais que donner, je suis pas dans l'abondance. Les gens pensent qu'ils sont dans l'abondance quand ils donnent, mais finalement ils ne reçoivent pas. Mais non, parce que c'est un échange. Donc, lorsque quelqu'un a une peur de manquer, on va dire viscérale, même si elle a 30 000, 40 000 euros de côté, il y en a qui ont beaucoup plus de côté, hein, qui ont une peur de manquer. En fait, ce qu'il faut chercher, c'est la source du manque. De quoi la personne a réellement peur de manquer. C'est-à-dire, si je traduis par rapport à ce que je viens de dire sur l'abondance, c'est faut regarder qu'est-ce qu'elle n'a pas reçu, quel a été le manque, et ça, il faut remonter dans la petite enfance, quel a été le manque crucial dans ce qu'elle n'a pas reçu. C'est-à-dire qu'un enfant, il a besoin de voir ses besoins comblés, d'être confiant. Je sais que si je demande, si je pleure quand il ne peut pas encore parler, maman, elle va me donner à manger, j'ai un toit, enfin voilà, les besoins primaires, on va dire. Et après, ce sont les besoins plus psychologiques, etc. Et en fait, c'est là qu'il faut aller chercher la source du manque. Donc, c'est très large. Hein. Ça peut être parce que je sais que j'ai jamais eu la sécurité de voir mes besoins comblés, qui sont souvent les besoins très de base, manger, boire,
voilà, que, par exemple, on respecte le rythme de l'enfant et non pas l'enfant qui respecte le rythme des parents. Ouais. Voilà. Ça peut être de considération, ça peut être le manque d'explication, ça peut être le manque de mots. Enfin, voilà, le sujet du manque est très très vaste. Donc en fait, il faut aller chercher quelle est la source du manque. Et peut-être que c'est un manque relié à un manque des parents. D'accord, ok. Donc en Euh, gros, cette peur de manquer, c'est pas forcément relié à l'argent, parce que dans le cas que je te donnais, c'est vrai que du coup, l'argent est là. Donc techniquement, oui, cette peur de manquer n'est pas forcément, entre guillemets, justifiée. Je dis entre guillemets, bien entendu, parce que c'est pas forcément le mot. Mais du coup, en fait, c'est derrière un manque qui est derrière, du coup, qui n'est pas spécialement lié à l'argent, du coup, mais qu'on essaie de combler à travers, du coup, l'argent, en quelque sorte, parce qu'on n'a voilà. pas eu ça petit, ça. Exactement. C'est-à-dire, il faut aller voir, visiter, en fait, il faut aller visiter la part émotionnelle du manque, Ouais. déjà. Et ensuite, il faut voir que représente l'argent pour cette personne. D'accord, donc on Que peut faire le représente lien entre les l'argent, voilà, émotionnellement, affectivement, socialement, qu'est-ce que ça représente, l'argent? deux. Ok. Donc, si c'est une sécurité, admettons, mais elle a cette sécurité, donc a priori, on pense que c'est pas la sécurité, puisqu'elle a la sécurité, puisqu'elle a, mettons, elle a 30 000 euros de côté. Mm. Bon, elle a cette sécurité. Donc, si elle répond, bah, mettons, c'est une sécurité, bon, alors de quelle sécurité on parle? En fait, il faut aller creuser le sujet de la sécurité et D'accord. pas le sujet de l'argent à proprement parler. Qu'est-ce que c'est pour elle de se sentir en sécurité? Et de creuser ça. Et quels sont les moments où elle ne s'est pas sentie en sécurité? Mm. Et de faire des liens comme ça entre le sentiment de sécurité, qui peut-être n'a rien à voir avec l'argent, peut-être d'avoir, justement, comme je disais, pour un enfant, c'est très très important d'avoir une explication. Ouais, L'enfant a besoin de l'adulte pour appréhender le monde. Donc, il a besoin, quand il pose une question, d'avoir des bien réponses. sûr. Bon, s'il y a eu dans son cheminement beaucoup, une grosse lacune, en fait, il faut chercher quelle a été la grosse lacune, en fait. S'il y a une grosse lacune d'explication, peut-être que le manque est là, de manque de mots, le manque d'explication. Si, par exemple, c'est un enfant où chez lui, il sentait bien qu'il y avait un stress et les enfants sentent tout, hein, c'est des éponges. Donc, même si les parents se disent mais non, t'inquiète pas, tout va bien, mais l'enfant, il sent bien que le soir, les parents s'engueulent dans la cuisine. Bon, il y a un sujet connexe à l'argent, la peur de perdre un emploi, etc. Finalement, ça va être ce qu'on appelle intériorisé, c'est-à-dire qu'on lui dit un message verbal, mais non, tout va bien, qui est contraire à la réalité. On appelle ça une double contrainte en psycho, c'est-à-dire que l'enfant, il y a un message, il ressent quelque chose, puis il y a un autre message contradictoire. Le premier, il ressent autre chose, donc il ne sait plus du tout à quel sens se vouer. Qu'est-ce que je ressens, le premier ou le deuxième? Et il voit bien qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc la personne se sent piégée dans ces cas-là. Donc je donne cet état de figure parce que c'est assez fréquent. Plutôt que d'expliquer à l'enfant, à hauteur d'enfant, écoute, on vit des choses, mais toi, tu es un enfant, tu t'en occupes pas. Là, l'enfant, s'il n'a pas d'explication, si le parent ne remet pas l'enfant à sa juste place d'enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas à se préoccuper des soucis d'argent, et que les parents, ils savent s'en occuper et qu'ils peuvent leur faire confiance, et bien dans ce cas-là, ça va être intériorisé. Donc c'est une tension, un stress, une angoisse peut-être, qui va être complètement intériorisée et qui n'aura pas pu extérioriser parce que il n'y a pas le sens ni derrière, il n'y a pas les mots. Bien sûr. Donc quand la personne va grandir, cette intériorisation va rester. Mm. Donc en thérapie, le travail, ça va être de l'extérioriser, de creuser pour le poser à l'extérieur et de recontextualiser, voilà, et de redonner aux parents leurs responsabilités, etc. Mais sinon, l'enfant, il va le prendre pour lui. Il Oui. va pas, il n'a pas la mesure de prendre de la distance, etc. C'est pas du tout là que ça se joue. Donc, dans la lacune, il faut aller voir quelle est la lacune. Mm. Donc en gros, Dans cette question d'abondance. ouais. Là, je n'ai pas reçu à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai pas reçu? Ouais. Donc en gros, en fait, quand on ressent un manque d'argent, entre guillemets, c'est pas spécialement le problème, c'est juste une porte d'entrée pour aller vraiment à la source du problème. Exactement, exactement, tout à fait, tout à fait. Et quand on commence à pointer ça, on se rend compte il y a, ouais, on va chercher complètement à d'autres manques. Euh, Ça peut être des manques de réparation, par exemple.
Ça peut être quelqu'un qui vivait de grosses insécurités, par exemple, par rapport à son père ou à sa mère, voire des traumas, parce que ce qui caractérise un trauma, c'est l'effroi. Et à un moment, il n'y a pas eu de consolation, par exemple. Donc, il peut y avoir un gros manque de consolation par rapport à une grosse insécurité. Or, l'enfant, lui, pour donner du sens à ce qu'il vit, et c'est absolument irrationnel, il va culpabiliser. La culpabilité, c'est toujours une façon de donner du sens à quelque chose qu'on ne peut pas appréhender. D'accord. Euh, C'est un gros sur du voilà, il le prend pour lui et donc c'est de ma faute. Ah ben, ça va être de ma faute. C'est parce que ce soir-là, je suis descendue dans la cuisine. Enfin, il y a des scénarios comme ça qui se mettent en place qui quand on en parle après en étant adulte, on se dit mais ça fait pas de sens. Mais il y en a un. Il y en a un, c'est que l'enfant, au fond, il essaye de trouver un sens à ce qu'il vit. Comme il n'a pas de réponse de l'adulte, l'adulte ne met pas en mots, ne lui permet pas de donner du sens à ce qu'il vit, mais lui, il va donner du sens autrement. Donc, ça peut être aussi une culpabilité à dépenser l'argent qu'on a. Il y a 50 000 euros sur mon compte, mais j'achète que ce qu'il y a moins cher, je dépense rien. Voilà, il y a quelque chose qui se joue là. Ouais. Ok. Et du coup, par exemple, si on a une sensation de manque, etc., mais qu'on a très peu de souvenirs de notre enfance, est-ce qu'on peut quand même, sans avoir trop de souvenirs, remonter à la source ou comment ça se passe dans ces cas-là? Oui, alors tout à fait. Pour ça, il faut forcément un travail thérapeutique. Quand il n'y a pas trop de souvenirs, bon, la naissance, c'est à peu près, on s'en doute, jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Par contre, après, à partir du moment où l'enfant est autonome, je dirais 6, 7, 8, 9 ans, s'il n'y a pas de souvenirs, vraiment pas, c'est qu'il y a eu des traumas. Il faut aller visiter la sphère du trauma. Okay. Bon, je suis aussi formée justement en deuil et aller dénouer des traumas, mais en fait, c'est une façon de se protéger. Donc, dans ce cas-là, il faut juste, et ça se fait en douceur, hein, faut pas croire qu'on y va direct, etc. Non, on peut commencer par la sophrologie, par exemple, et aller voir un peu tranquillement, voilà, remonter. Mais en fait, oui, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut juste accepter d'aller visiter une part de son histoire que, pour l'instant, n'est pas encore mise en conscience. Et ça peut se faire de façon très douce. Voilà, il faut juste être bien accompagné pour aller voir un peu qu'est-ce qui s'est joué. Mais déjà, en interrogeant l'arbre, parce qu'en transgénérationnel, on interroge, en tout cas en psychanalyse transgénérationnelle, les relations. Donc déjà, la personne, elle se met elle, ses parents, en étant des grands-parents, puis on interroge les relations des personnes entre elles. Déjà, en interrogeant les récits, ne serait-ce que ça. Qu'est-ce que le papa disait? Qu'est-ce que la maman disait? Peut-être le grand-père, peut-être l'oncle, peut-être la tante. Déjà, on a plein d'éléments. Ouais. C'est pas forcément des choses. Les récits comportent énormément d'éléments. On va interroger. Justement, s'il n'y a pas de récit, qu'est-ce qu'il y a à cacher? Voilà. Donc déjà avec ça, il y a déjà beaucoup de choses. Et en général, en déroulant, en commençant à interroger un récit, c'est un peu comme une pelote de laine. On commence à tirer, puis tout. Hop, il y a plein de choses qui reviennent. Oui, puis un souvenir peut en amener un autre, etc. Et puis au final. Exactement. L'esprit fonctionne comme ça par association. Hein. L'esprit fonctionne naturellement comme ça. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, pour l'instant, on va faire avec ce qui est là. Puis vous allez voir que tranquillement, et quelquefois, il n'y a pas besoin de retourner complètement dans les souvenirs, puis creuser ça. Mais déjà en interrogeant ça, ben, pour l'inconscient, c'est doux comme voyage. Ça se fait, ah oui, ok. Et la personne, en fait, elle se réapproprie une partie de l'histoire. Et à un moment, si on voit que il y a vraiment quelque chose, que là, il y a un gros blanc et que ça la gêne, en fait, c'est surtout le sujet, est-ce que ça me gêne ou pas? Bon, bah là, on peut commencer à beaucoup plus creuser. Tout à fait. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Et du coup, j'ai une autre croyance qui vient souvent. Enfin, c'est pas forcément une croyance en soi, mais c'est un constat que je fais par rapport à le comportement. C'est qu'en gros, les personnes, elles ont du mal à faire fructifier leur argent. Pas spécialement du fait de l'investir, mais par exemple, ça peut être quand on reçoit de l'argent, après on se dit, mais où est passé mon argent? Donc, tu vois, des comportements comme ça qui font qu'elles n'arrivent pas soit à garder leur argent, soit elles ne savent pas exactement ce qu'elles en font, ou elles ne mettent pas au bon endroit pour les choses qui sont importantes pour elles, par exemple. Ouais. Alors là, on va plutôt aller sur le sujet des conflits de loyauté, puisque faire fructifier son argent, bah déjà, c'est être maître,
c'est maîtriser ses comptes quelque part. Je sais combien. Parce qu'en fait, pour faire fructifier de l'argent déjà, il faut savoir combien je dépense, donc il faut être au clair avec les comptes. Ne pas regarder ses comptes, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être la peur de perdre. Je ne veux pas voir ce que je perds quelque part. Je dépense, je veux pas le voir. Donc, il y a cette appréhension qui, au fait, je ne sais pas où part mon argent. Donc, quelque part, il y a une déresponsabilisation de la personne par rapport à sa richesse. Là, on va parler de l'argent, la richesse de ce sujet de l'abondance. Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs. Ça peut être un conflit de loyauté par rapport à ses parents, par exemple, où son père ou sa mère, c'était des passoires. Donc, inconsciemment, le fait de, elle, maîtriser son argent, savoir où elle en est, faire fructifier son argent, même si c'est un petit peu tous les mois, mais on sait que un petit peu plus un petit peu, au bout du compte, ça fait beaucoup. Pour la personne qui a vu ses parents, admettons, être humiliés ou courber les chines devant le fait que ils étaient par exemple humiliés par la famille. Oui, mais bon, c'est bien, vous êtes incapable de faire fructifier de l'argent, etc. Ou peut-être que un des parents dépensait tout son argent pour aller au casino, boire, etc. Donc il y a quelque chose d'humiliant. Il y a quelque chose d'humiliant et ça aussi, il y a un effondrement de la figure parentale, ou le père ou la mère. Donc inconsciemment, c'est une façon aussi de ne pas dépasser le parent, parce que toujours inconsciemment, c'est une façon de ne pas l'humilier. C'est-à-dire, si je fais ça, je vais te montrer que je fais mieux que toi. Donc, tu es moins bien que moi. Donc, il y a tout ça qui se joue. On appelle ça un conflit de loyauté, pas la loyauté saine, mais un conflit de loyauté. Donc, dans ce cas-là, avec la personne, c'est vraiment de décortiquer tout ça et de se défaire de ce sentiment, déjà comment dire, de renforcer l'estime d'elle-même par rapport à elle, ne pas peut-être sa relation à l'humiliation, parce que si elle a vu ses parents humiliés par le fait que par exemple ils perdaient tout leur argent, peut-être que les huissiers sont venus, peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a une humiliation, donc c'est de renforcer l'estime d'elle-même par rapport à ça et de défaire cette croyance en fait. Ça peut être aussi, toujours dans ce même sujet, ça peut être aussi justement en mettant de l'argent de côté, je m'élève en classe sociale, donc je change de classe sociale, des parents qui étaient ouvriers, qui avaient très peu, etc. Mais moi, finalement, je sais comment gérer mon argent, donc je m'élève socialement, je change de classe sociale et on en revient à la même chose. C'est-à-dire qu'inconsciemment, la personne, elle veut pas humilier ses parents, elle a peur de les humilier. Donc, le meilleur moyen de revenir au même niveau, c'est de tout dépenser, de ne pas faire attention. C'est une forme, quelque part, peut-être que le mot est fort, mais on va faire un suicide financier, quoi, quelque part. Il y a aussi, dans ce qui peut s'être passé au niveau transgénérationnel, par exemple, ça peut être l'histoire de faillite. Il y a toujours une histoire de deuil qui n'est pas faite, en général, une faillite où la personne n'a pas rebondi. Et bien, il peut y avoir une croyance inconsciente dans la famille que, au moins, si j'ai rien, on ne prend rien. Parce que qui dit faillite, et après, il y a recouvrement, il y a tout un tas de procédures. Ça peut être aussi, pareil, les huissiers qui sont venus, ils ont tout perdu, la maison, enfin, tout. Donc, inconsciemment, si j'ai rien, au moins, comme ça, on ne peut rien me prendre. Voilà. Il y a ça aussi qui peut énormément jouer. Donc, c'est de voir toujours on va toujours chercher la part affective, finalement. C'est toujours le même sujet. Et comment la personne se sent si elle gagne plus que ses parents, si elle est plus riche, si elle change de classe sociale. Qu'est-ce qui se joue en elle à ce niveau-là? Donc, voilà. C'est un peu tout ça. Alors, la différence, par contre, ça, je veux le pointer parce que c'est important, entre quelqu'un, par exemple, qui vient d'une classe modeste, il s'élève, il fait des études, il gagne son argent, il maîtrise très bien son argent, il fonde son entreprise, etc. On voit que ça pose aucun problème. Et la personne, quand on lui parle, moi, je viens de parents qui étaient très modestes, etc. Voilà. Et ce qui est souvent le cas de grands entrepreneurs. Il y a des grands entrepreneurs. C'est exactement ce que j'allais te demander. C'est souvent le cas. Je lisais la biographie de, je ne sais plus comment il s'appelle, le fondateur de Alibaba, qui est un Chinois ou un Coréen, je ne sais plus. Enfin, c'est le fondateur d'Alibaba. C'est un gars, il vient d'un milieu hyper modeste.
il a été refusé dans toutes les universités, même à un emploi chez KFC, il a été refusé. Donc vraiment, il y a beaucoup de grands entrepreneurs, ils n'ont pas fait des PhD, enfin des docteurs, non, pas du tout, du tout. C'est juste que c'est des gens, justement, ils ont utilisé, c'est leur part créative, c'est ça, ok? Mais en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas de blocage, c'est il y a pas eu de discours limitant de la part des parents, et surtout, ils n'ont pas vu d'humiliation, donc de honte intériorisée. Oh là là, nous, on est des pauvres petits, on vient de telle classe. Vous voyez, quelque chose de très victime comme ça. Ouais. Ça veut dire que la personne, par exemple, elle a vu son père ou sa mère, oui, qui a eu des dédales, mais il y a une dignité, on rebondit, mais on n'est pas victime, etc. Il y a quelque chose de, comment je pourrais dire, beaucoup de fierté. Il n'a pas vu ses parents s'effondrer et être intérioriser cet effondrement au point d'une déchéance, par exemple. Non, ces gens-là, souvent, il y a quelque chose où il y a eu une personne extérieure à la famille, un tuteur de résilience, on va dire, qui a fait que non, regarde, tu peux voilà. Ça a été mis en place. Et ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant que tu amènes ça, parce que justement, je vais te poser la question. Qu'est-ce qui fait que, dans un contexte plus ou moins similaire, l'un y arrive et pas l'autre, entre guillemets. Et du coup, en gros, c'est vraiment lié à l'humiliation et ce que l'enfant a pu intérioriser par rapport à ces situations-là, c'est ça? Oui. C'est l'humiliation et la honte. La honte, la source de la honte, c'est l'humiliation. Ok? Dans l'humiliation, il y a un effondrement intérieur de la personne, un effondrement social aussi, hein, parce que pour être humilié, il faut qu'il y ait des gens autour. Et surtout pour un enfant, ça va être l'intériorisation, de voir que son parent intériorise cette humiliation ou pas. C'est-à-dire qu'il l'a subie complètement au point qu'elle le ronge, qu'il voit son parent ne pas du tout faire face à la situation. Un parent qui a été licencié et de par ce licenciement, ça a été l'effondrement total, admettons. Comparé à un parent qui a été licencié, oui, ok, c'est dur, mais ok, je retrouve du travail parce que, oui, j'ai été licenciée, mais je suis quelqu'un et moi, je veux nourrir ma famille et c'est important pour moi. Vous voyez, même la différence de discours, c'est pas du tout la même chose. Donc, dans ce cas-là, la personne, il va falloir qu'elle fasse un travail sur elle-même, avoir confiance que même si il y a des fluctuations, elle peut passer au travers de ça. Bien sûr. De désidentifier par rapport au modèle. Voilà. Et probablement démystifier une peur de l'effondrement. En général, il y a ça quelque part. Ok, super. Mais c'est hyper intéressant. Ouais. Et un autre sujet sur lequel que j'aimerais qu'on vienne, du coup, tout à l'heure, on parlait justement des femmes. Et c'est vrai que j'ai pu constater aussi, de par le purement investissement et même gestion de l'argent, que du coup, c'est vrai que les femmes, du coup, elles s'autorisent un petit peu moins, par exemple, à parler d'argent ou du moins à se saisir de ce sujet-là qui paraît un monde d'hommes, etc. Bon, ça a commencé à venir quand même, tout ça, donc c'est plutôt cool. Mais qu'est-ce qui fait du coup qu'il y a cette différence-là, selon toi, avec les hommes et les femmes au sujet de l'argent? C'est très culturel, hein. C'est très culturel. Et au niveau du transgénérationnel, c'est culturel et transgénérationnel. Là, ce qu'il faut aller regarder pour une femme, c'est qu'est-ce qui est véhiculé comme récit, comme croyance, à travers les générations. Comment étaient les grands-mères, comment étaient les mères, mais surtout, qu'est-ce qu'on quel était l'espace, qu'est-ce qu'on leur permettait de faire. On sait que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, c'est quoi, c'est dans les années 60, ou c'est juste dans les années 60 qu'une femme a eu le droit d'avoir un carnet de chèques sans demander à son mari. Donc, il faut voir un peu, je dirais, donc il y a plusieurs sujets là. C'est la soumission, c'est-à-dire des croyances, même au niveau de la mère. Hein, moi, je vois des patientes où leur mère leur a dit, lorsqu'elles ont voulu se séparer, non, une femme doit rester avec son mari, etc. Il y a des choses véhiculées comme ça. Ça, c'est une croyance. Mais plus fort que ça, c'est une injonction. C'est-à-dire que finalement, j'ai pas le droit de faire ce que je veux de ma vie, quoi. Et donc, il y a ce que l'enfant a vu, il y a ce qu'elle a entendu des femmes, donc aussi peut-être des récits méprisants du père,
du grand-père, de l'oncle et tout, par rapport aux femmes, hein, quelque chose de très dominateur, dominé-dominant. Donc dans ces cas-là, c'est elle de retrouver cette estime d'elle-même par rapport à l'image qu'on a voulu donner des femmes dans la famille. Ça peut être aussi un ancêtre qui, elle, a très bien réussi, la grand-mère, admettons, qui a vraiment très bien réussi, mais qui était quelqu'un de très territorial et qui ne supportait pas la compétition. Donc, par exemple, il fallait que ce soit juste elle qui réussisse, mais pas les autres. Donc, ni sa fille, ni sa petite fille. C'est moi, je suis la reine. Et voilà. Donc, ça va être là aussi de s'affirmer par rapport à cette aïeule, je dirais, et aussi quelque part de faire une loyauté. Donc, ne pas culpabiliser de faire mieux qu'elle, parce que quelque part, culpabiliser de faire mieux de cette aïeule, c'est peut-être prendre le risque d'être rejeté. Il y a toujours ça aussi. C'est, je crois, assez présent pour les femmes, c'est si je réussis, est-ce que je vais pas être rejetée de la famille? Est-ce que je vais pas être paria? Il y a ça aussi, hein, des femmes qui ont osé s'affirmer et sortir du cadre, hein, quelque part, parce que pour une femme dans les années 30-40, s'affirmer en tant que femme indépendante entrepreneur, c'était vraiment sortir du cadre. Donc quand, en fait, la croyance, c'est qu'est-ce que je risque en sortant du cadre? Qu'est-ce que je risque? Donc c'est d'aller voir, d'aller visiter un peu tout ça. Par contre, si la femme actuellement, elle a eu une mère entrepreneuse déjà, donc a déjà affirmé son indépendance, eh bien si ça lui pose, je vois que c'est pas facile, ça peut être aussi d'aller visiter justement cette loyauté. Je peux pas faire mieux que ma mère parce que faire mieux ou être égal à elle parce que quelque part c'est lié. Donc là, c'est d'aller voir vraiment le fondement de la relation à la mère. Ça peut être de voir toute la part affective qui se joue. Un autre sujet qui est très important par rapport à, mettons, à des projets qu'une femme veut mettre en place, des projets personnels par rapport à l'argent, c'est de voir aussi ce qu'on appelle le projet essentiel, c'est-à-dire tout le projet de naissance, qui est notre premier projet de vie, et de voir un peu qu'est-ce qui s'est joué. Donc, ça veut dire la conception, avant la conception, la gestation et l'accouchement et 9 mois après. Et de voir à quel moment son projet par rapport à l'argent, est-ce que, par exemple, mettre de l'argent de côté, ça va, admettons. Ouais. Donc ça, c'est, on va dire, la gestation du projet. Maintenant, est-ce que le bas blesse au moment de faire des placements? Donc là, on est plus dans la période de l'accouchement. On va dans le concret, concrètement, parce que je veux faire un placement dans le but d'acheter une maison. Bon, ben là, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque dans le pouvoir qu'a la personne de réaliser concrètement son projet. Qu'est-ce qui a bloqué dans ce premier projet initial? Ça peut être très intéressant, hein. Quelquefois, ça peut être un accouchement qui a été provoqué. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut une intervention extérieure. Ça peut être un gros stress de la part de la maman, enfin, plein de choses comme ça. Donc, je dirais que par rapport aux femmes, il faut aussi regarder où est née la personne. Est-ce qu'elle est née dans un pays où la femme n'a pas son mot à dire? Ça aussi, ça joue dans le contexte dans lequel elle a grandi. Ou dans un pays, au contraire, où c'est très favorisé. L'Amérique du Nord, par exemple. J'ai vécu très longtemps en Amérique du Nord. L'entrepreneuriat, c'est énormément favorisé. Ouais. Voilà, donc c'est de voir un peu les origines de quel pays. Voilà. Okay. C'est vrai que ça donne du coup pas mal de pistes, des fois sur certains de nos comportements. Et au moins, on sait à peu près comment on fait pour y aller, pour travailler sur ça, entre guillemets. Quoi. Oui. D'aller visiter récits, croyances qui est dit. Oui, tout à fait. Ouais, ça donne déjà de mettre tout ça à plat, ça peut donner déjà beaucoup d'éléments de compréhension. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu aurais un mot du coup de la fin pour faire un petit résumé sur tout ce qu'on a dit, les choses qui peuvent être intéressantes par rapport à tout ça? Eh bien, alors déjà, bon, je vais donner peut-être un petit truc. Un truc que j'aime bien donner pour un peu démystifier cette espèce de pouvoir de l'argent. Quelqu'un qui a peur de manquer d'argent ou qui a des craintes, remplacer le mot argent par le mot énergie. Est-ce que vous diriez, ça permet de prendre du recul et de se rendre compte que, ouais, là, il y a quelque chose à défaire.
est-ce que vous diriez j'ai peur de manquer d'énergie. J'ai 50 000 euros sur de côté et j'ai peur de manquer d'énergie. Est-ce que vous diriez je vais faire les courses, j'ai peur de manquer d'énergie. Je vais me faire un resto, j'ai peur de manquer d'énergie. Remplacez le mot argent par énergie. Et vous allez voir que il y a quelque chose qui va se passer dans son maintenant je l'ai l'énergie. Si je suis fatiguée, je me repose. Donc je récupère mon énergie, puis après j'ai l'énergie. Bon, c'est un peu la même chose pour l'argent. C'est-à-dire, ok, là j'ai moins d'argent, ok, je retravaille, mon compte en banque augmente. Et l'argent, c'est ça, hein, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. C'est le rôle de l'argent. Donc, remplacer le mot argent par le mot énergie. Et dans ce cas-là, ça permet de déjà commencer à ce que la façon de penser se modifie, à prendre déjà la distance, du recul. Et ouais, on dit souvent, hein, un peu en développement personnel, que l'argent c'est de l'énergie, mais en fait c'est surtout, moi j'ai envie de dire, distinguer l'argent concret, le papier, les billets, de la relation à l'argent. Voilà, c'est deux choses différentes. Et dans ce cas-là, de voir quelle est ma relation à mes amis, quelle est la relation à d'autres choses avant d'aller voir sa relation à l'argent. Peut-être qu'on se rend compte, finalement, j'ai pas beaucoup d'amis et j'ai peur de manquer d'argent. Dans ce cas-là, peut-être que c'est bien de se dire, peut-être qu'il faut que je sois dans une abondance relationnelle, donc être bien entourée. Et comme ça va me sécuriser affectivement et relationnellement. Et puis, comme par hasard, je vais avoir un petit peu moins peur de manquer d'argent. Okay. Donc, c'est de voir tous les aspects de l'abondance. Il y a l'argent, la relation, la santé, l'énergie, peut-être la spiritualité. Ouais. Et de voir dans quelle haute sphère de la vie de la personne aussi, il y a peut-être une lacune, il n'y a peut-être pas cette abondance. Et à ce moment-là, de nourrir d'autres, ça peut être relationnel, ça peut être en santé. Est-ce que je prends assez soin de mon corps? Oui, non, tiens, je peux aller dans cette abondance-là, prendre bien soin de mon corps, etc. Et dans ce cas-là, ça va s'équilibrer. Donc, voilà. Ça, et puis remplacer le mot argent par le mot énergie. Parce que c'est vrai qu'au final, tout est lié, au final. Tout est lié. Ouais. Tout est lié. Ouais, exactement. L'argent, c'est juste un aspect extérieur de quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. Donc, en gros, ouais, comme je disais tout à l'heure, l'argent, c'est une porte qui s'ouvre pour, du coup, travailler sur nous, sur d'autres aspects de la vie, quoi. Oui. Exactement, exactement, tout à fait, tout à fait. C'est juste une porte d'entrée pour aller visiter d'autres aspects de sa vie et pour équilibrer probablement d'autres aspects de sa vie. Trop bien. Oui, parce qu'au final, c'est autre chose. C'est ça, il y a autre chose. Oui, oui, oui. Vraiment, il faut retenir, c'est ça en fait. Le mot, c'est quand on parle d'argent, finalement, on ne parle pas seulement d'argent. En fait, le vrai sujet, c'est pas l'argent. Ouais, l'argent, c'est la conséquence de ce souci-là, quoi. C'est la conséquence, c'est une représentation, c'est une image, c'est une construction sociale. Mais le vrai sujet, c'est pas ça. Trop bien. C'était hyper intéressant. En tout cas, tu nous as donné plein de clés, en tout cas, d'idées. Je suis sûre qu'on s'est tous au moins reconnus au moins une fois dans un de tes exemples. Donc, c'était top. Merci beaucoup, Isabelle, en tout cas. Du coup, Merci de m'avoir permis de parler de ce sujet. Avec plaisir. Parce que c'est un sujet dont j'aime beaucoup parler. Donc, merci de m'avoir permis de parler. Et puis surtout par rapport aux femmes aussi. Donc, je pense que c'est important de voir quelle est la place de la femme dans le transgénérationnel. Complètement. Et de la femme autonome. Ouais. Du coup, comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour travailler avec toi sur le transgénérationnel, par exemple? Alors, ça se fait en séance individuelle. Bon, je fais aussi des ateliers. Il y en a un qui vient en novembre, le 18 novembre, sur justement les schémas répétitifs. Il y a des choses qui se répètent par rapport à l'argent. Ouais. Bienvenue, c'est un atelier de 3h30. Sinon, ça se fait en séance individuelle. Donc, la personne vient et je discute avec elle de ce qui l'amène. Donc, ce qu'on appelle en psychanalyse ou en psychothérapie, pareil, c'est le désir. Donc, on parle de son besoin à elle. C'est-à-dire que ce travail, elle le fait pour elle et par rapport à elle. Une fois que sa demande est posée, ce qu'il faut toujours tenir en compte, c'est que même si on va visiter l'histoire familiale, c'est elle le sujet, c'est elle l'acteur, l'actrice.
Et donc, on va visiter l'histoire familiale. J'ai une grande feuille, grande feuille canson, et elle met son prénom, date de naissance, et après les frères et sœurs, et on interroge les relations, mais aussi les faits, les récits. On interroge aussi ce qui n'est pas dit, justement, on regarde, ah, il y a des choses qui bloquent, etc. Et comme ça, la personne, elle peut s'approprier son histoire et prendre du recul. Et par rapport à un sujet, si le sujet de l'argent vient dans le travail, eh bien, c'est justement de parler de tout ce dont on a parlé. Et quelquefois, il y a des choses qui reviennent. Ah, mais je me souviens, etc., etc. Ouais. Et à partir de là, la personne, elle peut s'en détacher. Quelquefois, je mets même un peu de sophrologie dedans pour aller apaiser des angoisses, du stress, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille jusqu'à ce que la personne soit suffisamment autonome. Et à ce moment-là, on espace les rencontres et après, la personne est autonome. Et voilà, elle peut faire son chemin. Mais il n'y a pas besoin, ce que je veux dire, de faire une recherche généalogique pour ça du tout. D'accord, ok, ça marche. Souvent, on se dit ça, oui, on se dit bah, peut-être qu'il faut que je connaisse toute l'histoire de mes parents, de mes grands-parents et au-dessus. Donc, au moins, ça enlève cette Non, préparation. déjà, elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle sait, déjà avec ses souvenirs. Si on interroge les récits, vous voyez, par exemple, c'est très intéressant d'aller interroger les récits, si on revient sur le sujet de l'argent, parce que quelquefois, il y a des choses très traumatiques qui ont été dites. Et dans le trauma, il y a la personne qui a vécu la chose, mais il y a ce qu'on appelle la victime primaire, donc c'est la personne qui l'a vraiment vécu. Il y a la victime secondaire. C'est-à-dire que même la personne qui ne l'a pas vécu, mais en entendant la personne qui l'a vécu avec toute la charge émotionnelle et traumatique, elle devient quand même victime secondaire. C'est comme si elle-même avait vécu le trauma. Donc, c'est d'aller visiter aussi les récits qui sont faits et quelquefois les incongruences. Quelquefois, en parlant, puis moi je pense, voilà, c'est pas logique là, il y a quelque chose. Ah bah oui, effectivement, il y a un truc, bah, c'est pas logique. Donc quelquefois la personne elle va réinterroger des membres de la famille, mais rien qu'en se rendant compte que finalement ce sur quoi elle avait basé toutes ses peurs, et ben ça tient pas du tout la route quoi. Donc déjà là, ça fait, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Trop bien. Ça donne très envie en tout cas. Bon, bah bienvenue. Je viendrai. Mon cabinet est à l'Ardenne, juste à côté de Toulouse. Donc, oui, bienvenue. De toute façon, voilà, Tandem Mouvement, Tandem point Mouvement, vous pouvez me trouver sur Instagram. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces informations précieuses, parce que du coup, je pense qu'on en a quand même tous besoin, parce qu'au final, on hérite tous de choses de notre, dans le transgénérationnel, entre guillemets. Donc, je pense que ça va aider beaucoup de personnes, je pense. Oui, ça aide. Je ne sais pas s'il y en a qui ont posé des questions. Sinon, vous pouvez m'écrire si vous avez des questions pendant le live. Hein, mais sinon, voilà. Ouais, j'en ai pas répondre à vos questions. Bon, bah, merci Suzy en tout cas. Vraiment, c'est un super sujet. Donc, j'espère que ça aura aidé tes followers et toute la communauté en éclairage. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup encore. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.